La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B en partenariat avec la GFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent, cette semaine nous allons parler santé, médicaments, innovation. Notre invité contrôle un groupe vaudois de près de 450 employés d'Ebiopharm. C'est une pharma très particulière qui ne se concentre ni sur la recherche ni sur la vente, mais sur le développement de molécules prometteuses inventées par d'autres. Elle les place sous licence, les développe et espère en récupérer le fruit en cas de succès pharmaceutique bien sûr et commercial. Par contre, dans ce domaine, rien n'est vraiment jamais joué d'avance. Alors vous avez raison Vincent, c'est très très risqué. Généralement on échoue 3 fois sur 4, mais parfois une magnifique réussite, un blockbuster, comme on l'appelle dans le milieu. C'est un médicament qui génère des ventes annuelles de 1 milliard de dollars. Ce fut le cas pour Ebiopharm avec l'Eloxatine, un médicament contre le cancer du côlon. Alors, Vincent, pour en parler, personne de mieux que Thierry Mauvernet, c'est le fils du fondateur. Il est à la tête de Ebiopharm aujourd'hui. Thierry Mauvernet, bonjour. Bonjour. Bonjour Thierry Mauvernet, alors nous allons nous intéresser à votre entreprise, bien sûr, d'Ebiopharm, votre méthode de travail. Et avant cela, nous allons faire connaissance avec vous. Thierry Mauvernet, merci de nous accorder du temps aujourd'hui. On va s'intéresser à votre parcours, petite biographie. En 1975, à l'âge de 23 ans, vous obtenez une maîtrise en sciences économiques et décrochez 1 an plus tard un diplôme de l'Institut d'administration des entreprises. En parallèle également, un diplôme d'études supérieures spécialisé en marketing. En 1976, vous fondez une société de cosmétiques que vous dirigez jusqu'en 2001. Vous la vendez ensuite avant d'intégrer l'entreprise familiale d'Ebiopharm, fondée en 1979 par votre père à Martigny. Revenons un petit peu sur vos débuts. Est-ce que le fait de ne pas être médecin de formation, déjà, ça représentait une difficulté personnelle dans la compréhension technique des projets de l'entreprise ? Ouais, je pense oui et non, mais vous savez, de temps en temps, c'est bien d'avoir un recul ou une formation un petit peu différente, en fait, pour gérer un groupe. Parce que si vous êtes directement dans la technologie, vous allez penser technologie. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est penser patient, penser client, entre guillemets. Et j'ai toujours pratiqué ça. Quand j'étais dans les cosmétiques, c'est exactement pareil. Et je regrette un petit peu, quelque part, que beaucoup de start-up, beaucoup d'entreprises pensent plus technologie que patient ou client. Voilà. Elle est où la frontière aujourd'hui entre patient et client ? J'espère qu'on sera tous que des clients et pas des patients. Donc ça veut dire que c'est quand même le stade avant. Hein. Donc, alors dans les cosmétiques, on est des clients. Dans la pharma, on est des patients. Alors maintenant, progressivement, comme tous les mondes se regroupent, hein, simplement, lorsque vous utilisez, je sais pas, une application pour faire un certain nombre de pas, vous êtes qu'un client. Hein, donc, je veux dire, parce que c'est de la prévention. Et puis, si malheureusement votre prévention elle n'est pas suffisante, ou si vous avez génétiquement un certain nombre de problèmes, ou si vous avez un certain nombre de choses, vous allez devenir un patient. Hein. Mais c'est vrai que tous les mondes se regroupent maintenant. Donc. Alors justement, aujourd'hui, en 2022, Thierry Mauvernet, quelle est votre définition de la santé ? Alors c'est difficile, je pense qu'il y a beaucoup de définitions de la santé. On a lancé, nous, maintenant, il y a 7 ans, un challenge qui s'appelle le challenge qualité de vie du patient. Et en fait, c'est pareil, quand on recherche la qualité de vie, c'est quoi la qualité de vie ? Vous cherchez, vous avez au moins peut-être 50 ou 100 définitions. Pour moi, le plus important, et pour la santé, c'est la même chose, c'est lorsque vous pouvez garder de l'autonomie et lorsque vous avez gommé les fragilités. Ce sont les 2 choses les plus importantes. Et tout au long de votre vie, plus vous allez pouvoir maintenir ces deux points hauts, plus vous allez vous sentir confortable. Et plus vous serez, je dirais, en bonne santé. Parce qu'on n'aura jamais la santé, je sais pas, moi j'ai 69 ans, je n'aurai jamais la santé de 20 ans. Hein, donc... Autonomie et gommer la fragilité, pour reprendre vos mots. Quand on applique ça à un des grands domaines de Ebiopharm, qui est la lutte ou le traitement contre le cancer, quand vous vous projetez, quel est l'avenir de ce traitement contre le cancer, qui est un mal qui inquiète beaucoup de personnes ? Moi, je pense que en fait, d'ici, alors
c'est peut-être dans 15 ans, dans 20 ans, j'en sais rien, dans 25 ans. Mais je pense que on pourra, et il faut avoir cette ambition, guérir 90% des cancers. Et moi, je me souviens avoir dit ça il y a une dizaine d'années et avoir été censuré dans le groupe. On dit, mais c'est pas possible, etc. Pourquoi? Parce que les gens disaient, non, parler de soigner, mais guérir, etc. Et puis on s'aperçoit que maintenant, avec les nouvelles technologies, on arrive à guérir. Nous, on a un produit, le Xevinapant. Vous avez parlé de Merck, je crois, tout à l'heure. Et en fait, qu'on vient de licencier à Merck il y a à peu près une année. Et en fait, ce produit dans le cancer tête et cou, mais guérit 72 des patients. Mais après 5 ans, je ne peux pas vous dire... mais on reviendra à Merck tout à l'heure, mais dans les gens sont guéris. C'est qu'on est passé du stade de soigner à vraiment guérir, ça veut dire s'en débarrasser. Le cancer est fini. Tout à fait. Le cancer est fini. Et maintenant, avec l'immunothérapie, etc., encore une fois, ça marche pas partout. Il faut pas... Mais on arrive vraiment à guérir. Et je crois qu'on doit avoir cette ambition-là. En tous les cas, c'est celle que j'essaie de participer, d'infuser dans le groupe. Le taux de mortalité aussi dû au cancer diminue avec ces chiffres de 1988 à 2017, moins 28% en moyenne chez les femmes, 39% chez les hommes. Est-ce que c'est vraiment dû au vieillissement de la population parce que le nombre de cas augmente? C'est dû au vieillissement de la population ou est-ce qu'il y a une autre cause derrière cela selon vous? C'est-à-dire il y a aussi... il y a beaucoup plus de diagnostics qui est fait. Donc maintenant, on n'avait pas. Mais n'oubliez pas que l'âge moyen d'un cancer, c'est aux alentours de 62-64 ans. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, donc l'espérance de vie était inférieure à ça. Donc en fait, effectivement, comme si votre âge moyen est 64 ans et puis en fait votre espérance de vie est de 60 ans, le cancer, il y en a peu, il y a ceux qui vivent plus longtemps. Donc maintenant, l'espérance de vie, elle est plutôt, suivant les pays, entre 80, 82, 83 ans. Donc effectivement, on rentre là-dedans. Par contre, le prochain grand défi, c'est que l'âge moyen d'un Alzheimer, c'est 82 ans. Donc maintenant, comme notre espérance de vie augmente, et c'est une bonne chose, vous allez avoir de plus en plus de maladies neurodégénératives. Si on augmente l'espérance de vie et qu'on diminue l'exposition au stress, est-ce qu'on n'a pas encore une meilleure balance? Je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que, par exemple, notamment le cancer, moi je prends souvent cet exemple, je pense que c'est un peu comme les anneaux olympiques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est multicausal. C'est-à-dire il y a tous un côté génétique, mais tous, plus ou moins... On l'a, parce que dans notre famille, on a eu des gens qui ont eu un certain cancer. Il y a aussi un côté stress, il y a un côté environnement, il y a un côté mode de vie, si on fume plus ou moins, etc. Il y a tout ça, mais c'est multimodal. Et il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais moi je fume beaucoup et j'ai pas de cancer. Ok, ils ont du bol, tant mieux pour eux. Mais grosso modo, si vous agissez un peu partout, vous allez faire baisser aussi le nombre de cancers. Si on arrive avec des solutions, et c'est très bien, évidemment, pour lutter contre le cancer, est-ce qu'on ne risque pas de se détourner de la cause réelle, qui pourrait être par exemple le stress, le mode de vie, puisque on a la solution? Oui, je pense, mais je crois que ça, c'est plus sociétal. Donc, en fait, je pense que la société, j'espère, va aller... C'est pas le moment d'en parler avec les guerres en Ukraine et en Russie, mais je pense que la nouvelle génération essaye déjà de vivre un peu différemment et probablement moins stressée, de vivre, d'accorder plus de temps à sa vie privée, etc. Donc je pense que le stress, il va baisser notamment au niveau de la société, en fait. Le débat sociétal, il porte aussi... aujourd'hui sur le rôle de la science. Quel est le rôle réel de la science? On l'a vu pendant la pandémie, où il y a une grande défiance qui s'est manifestée. Peu de personnes, par exemple, ont téléchargé l'application Covid par peur de traçabilité, alors qu'elle était un outil, elle aurait pu être un outil de prévention, de suivi de cette maladie. Non. Pour votre vision, quelle est-elle? Quel rôle doit jouer la science? Si vous voulez, en fait, je trouve que c'est dommage. En fait, pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas grand-chose et qui ont beaucoup parlé. Et c'est vrai que tous les micros étaient ouverts, toutes les caméras étaient allumées pour apprendre la moins de petites informations. et de temps en temps, il y avait des gens qui connaissaient rien, qui donnaient leur point de vue. Ça a quelque part décrédibilisé la science.
Ça, on peut le dire, parce que c'est quand même un exemple qui est marquant. Didier Raoult, ça n'a pas trop aidé la science, ce que je veux dire. Médecin à Marseille, etc. Qui préconisait un traitement qui Voilà, ne fonctionne pas. Dès le début, pratiquement, l'étude qu'il a montrée, et en fait, moi, en donnant de l'hydrochloroquine, mes patients vont très bien. Mais il fallait regarder la moyenne d'âge. Je crois que c'était 43 ans. 43 ans, les gens, à la majorité, ils étaient asymptomatiques. Donc, on n'avait même pas besoin de leur donner quelque chose. Donc, je crois que là, beaucoup se sont servis de ça pour se faire connaître, ce qui est dommage. Mais c'est pas pour ça qu'il faut bannir la science. Au contraire, la science, elle nous permet de faire d'énormes progrès. Elle nous permet de... Maintenant, il faut bien bien la domestiquer quelque part. Et je crois qu'on est dans une étape tout de suite qui est vraiment difficile, parce que les mentalités vont moins vite que les technologies. Et il va vraiment falloir qu'on essaye de s'adapter rapidement. Et ça va demander un effort important. La médecine, une application de la science, elle est corrélée fortement aux relations humaines depuis toujours. Alors quand on pense à l'optimisation de la médecine par la technologie, notamment des processus de soins, alors ça laisse entrevoir de l'extérieur que l'on se dirige peut-être vers une automatisation de la médecine. C'est le cas? Oui, mais enfin, si vous voulez, c'est toujours pareil. Je veux dire, il y a eu on va vers des excès et puis après on change. Je veux dire, là, au niveau de la médecine, on s'est focalisé, vous l'avez dit d'ailleurs très justement tout à l'heure, sur le médicament. Je crois qu'en fait, on a tort. Il faut parler de traitement. Un bon diagnostic qui vous amène au bon médicament, qui vous amène au bon monitoring. C'est le traitement complet. Et c'est comme ça qu'on va vraiment soigner les gens. Donc ça, c'est quelque chose de relativement important. Pendant très longtemps, on a eu des gens très spécialisés. On avait l'ophtalmo, l'ORL, le pneumologue, etc. Puis maintenant, même les hôpitaux commencent à recruter plus des spécialistes, mais des médecins généralistes, parce qu'il faut voir la personne dans son ensemble. Donc, si vous voulez, on va trop d'un côté, puis après, hop, on redresse un peu là-bas. Je pense que tout ça, ça va être un petit peu gommé, notamment par les big data. Et on va aller vraiment vers une automatisation, ce sera plutôt une automatisation de la gestion des données. Et ça va vraiment nous permettre de faire beaucoup, beaucoup de progrès. À condition qu'on ait confiance dans les données. Et qu'on ait confiance dans leur utilisation et que la vie privée soit préservée. Oui, je suis d'accord avec vous. Et puis, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi arrêter avec... il y a tellement de fake news, etc. Il y a des gens, ils sont d'accord, par exemple, ils payent tout avec leur carte bleue. Et puis, en fait, même la baguette de pain. Et puis, ils veulent pas donner un certain nombre de données. Avec la carte bleue, on suit exactement ce qu'ils ont fait. Donc, il faudrait remettre un petit peu de raison dans tout ça. En 2017, vous en parliez à la RTS, avoir approché des sociétés comme Google, notamment, pour proposer peut-être des partenariats. Vous en êtes où dans cette démarche aujourd'hui? Vous êtes vachement bien renseigné. Donc, effectivement, oui, on a longtemps discuté avec Google. On n'a rien fait parce que c'était... je ne sais pas si c'est à cause de nous ou à cause de Google. Mais je suis persuadé que nos mondes vont se réunir. Est-ce qu'on va avoir un Google Pharma ou un Novartis ou Roche Data? Je ne sais pas. Mais à un moment, oui. Parce que si vous voulez, en fait, les données, la force de la pharma, c'était de pouvoir bien connaître les patients. Et on disait avec ça, on a une connaissance du patient, donc on peut faire beaucoup de choses. OK, mais qui connaît mieux les patients maintenant que Google, par exemple? Avec toutes les données qu'ils collectent, ils ont l'expérience, mieux que la pharma à côté. Et donc, au fond, ils vont pouvoir franchir des caps, et comme ils connaissent bien les patients, leur adapter le produit, commencer à imaginer des études cliniques. Alors, Google commence à le faire avec Alphabet. Ils sont en train d'investir beaucoup dans la pharma. Mais vous en avez un qui l'a fait directement, c'est Samsung. Samsung, moi je me souviens avoir visité Samsung en Corée il y a une dizaine d'années. Et en fait, très aidé par le gouvernement. Et je pense que là, de temps en temps, les gouvernements doivent vraiment aider tout ce qui est disruptif. Ils ont dit, OK, on va
on va devenir un des grands des médicaments biologiques. Il y a une dizaine d'années, je crois qu'ils ont démarré en 2011-2012. En 2020, ils étaient numéro un mondial de la fabrication de biologiques, d'anticorps. Et moi, je les ai revus l'année dernière, et on leur avait déjà posé la question. Je veux dire, on les voit à peu près tous les 2-3 ans. Et ils avaient dit, on va peut-être aller plus loin et peut-être aller dans la pharma. Je crois que c'est le 30 décembre ou le 31 décembre, là, il y a 2 mois, ils ont fait une proposition pour 42 milliards pour acheter Biogène. Donc, eux, ils y sont complètement dedans. Après, les timings sont plus rapides peut-être dans la tech pour développer une application de traitement de data que dans le cadre d'une molécule. Alors, comment est-ce qu'on arrive au bon timing pour se croiser au bon moment? Alors ça, là, vous posez un grave problème. Je trouve que dans la pharma, on est terriblement long. Et en fait, le temps de développement et le temps de demande du patient, ils sont complètement décorrélés. Et il va falloir qu'on fasse d'énormes efforts pour corriger ça. Moi, depuis un certain temps, je le dis, on a toutes les raisons, parce qu'il y a le principe de précaution, d'être conservateur dans la pharma. Mais ça ne peut plus durer. Il y a 20 ans, vous développiez un médicament en 5-6 ans. Maintenant, c'est 12-15 ans. Les régulateurs devraient aussi mais accélérer. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Et exactement, les régulateurs. Un avion, lui, se développait en 10 ans, maintenant en 3 ans. Donc, je veux dire, on développe beaucoup de choses, beaucoup plus vite. Des données. Les données sont là, plus disponibles, mais on n'en fait pas assez. Exactement. Et vous avez un truc qui est... nous, on a pas mal investi là-dedans. Quelque chose qui pourrait vraiment aider, c'est les bras virtuels. Quand vous faites une étude clinique, vous comparez votre médicament d'un côté, et puis d'un autre côté, vous le comparez soit à un placebo, soit au traitement standard. OK ? Et en fait, quand vous incluez des patients, vous leur dites, écoutez, s'il vous plaît, venez dans l'étude, je vais vous proposer un produit super qui devrait vraiment changer les choses. OK, mais il a une chance sur 2 pour tomber dans le placebo. Donc, vous lui racontez des blagues. Donc, quelque part, c'est pas très éthique. Tandis que le bras placebo, maintenant, il y a tellement de données, il y a tellement de data qu'on peut le faire de manière virtuelle. Et du coup, on va comparer ça avec le produit qu'on va avoir. Et vous allez aller beaucoup plus vite. Au lieu de recruter 1000 personnes, vous allez recruter 500 personnes. Ça va vous coûter beaucoup moins cher. Et quelque part, vous serez beaucoup plus éthique. Mais ça, si vous voulez, c'est les agences réglementaires qui doivent changer. Et je dis juste une chose, je m'excuse, mais je pense que le Covid, de ce côté-là, a aidé. On n'aurait jamais pensé faire un vaccin en 9 mois. On l'a fait. Donc, du coup, on arrive à faire des choses. Thierry Mauvernet, dans cette deuxième partie, nous allons parler un peu plus de Debiopharm, l'entreprise, une entreprise très, très discrète, privée, comme vous l'avez expliqué. Comment se porte-t-elle aujourd'hui ? Bien, vraiment bien. Moi, plus que privé, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'être indépendant. Ça nous permet, si vous voulez, de vouloir faire ce qu'on veut vraiment faire. Par exemple, développer des antibiotiques. Si on Indépendant de qui ? Indépendant des marchés. Parce qu'en fait, le problème, si vous, par exemple, vous êtes coté en bourse, ou même si vous avez des investisseurs cotés en bourse, on le voit bien. Donc, effectivement, vous rendez des comptes tous les 3 mois, tous les 6 mois, ce qui est compliqué dans la pharma, ce qui est très compliqué. Même si c'est des investisseurs, c'est rare d'avoir tous les investisseurs alignés sur le même timing, avec le même objectif. Nous, on a la chance de pouvoir être indépendants. Et on développe deux aires thérapeutiques. L'oncologie d'une part, donc vous avez souligné qu'on a un blockbuster, je pense qu'on aura 3 d'ici 2-3 ans. Mais d'autre part, on développe aussi des antibiotiques. Actuellement, on le fait, mais c'est pro bono. Je veux dire, le cycle est trop long pour satisfaire les demandes de rendement de la bourse. Le business model n'est pas bon. Et pas bon parce que comment dire à des investisseurs, alors on va développer un antibiotique. On sait en plus la liste des antibiotiques. On peut prendre l'exemple. Il y a 2 ans, vous avez signé un partenariat avec le japonais Takeda. Mais ça, c'est un petit peu différent parce que Takeda, si vous voulez, il a pris un de nos produits, mais pas vraiment pour le développer en antibiotique, mais pour le développer, si vous voulez, un peu dans des maladies du style maladie de Crohn. Donc, ce que je voulais dire avec l'antibiotique, c'est qu'il y a un peu un paradoxe avec ces traitements. C'est que d'un côté, on a besoin de nouveaux antibiotiques parce qu'on est devenu plus résistant
aux bactéries, et en même temps, il ne faudrait pas trop les utiliser, parce que plus on les utilise, plus on les résiste. Donc, quel modèle d'affaires peut fonctionner pour créer des antibiotiques? Vous avez exactement posé le problème. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne devrait pas être lié au volume. Et en fait, la majorité des produits sont... il faut vendre un maximum, il faut que ce soit relié au volume. Là, c'est plutôt un truc assurantiel. Et donc, en fait, moi, je prends souvent l'exemple de ma voiture. J'ai plein d'airbags dans ma voiture, je n'ai jamais utilisé. Donc, c'est plutôt à titre, et donc je ne paye pas que quand j'utilise mon airbag. Et comment Debiopharm pourra dégager une activité rentable dans les antibiotiques? Alors, Debiopharm ne pourra pas tout seul, mais si vous voulez, il commence à y avoir maintenant dans l'esprit des gens de se dire, au fond, il peut y avoir toutes sortes de guerres, mais il peut y avoir aussi une guerre bactérienne. Et là, il faut se méfier, parce qu'on a vu la pandémie, elle était virale, et la prochaine pandémie sera peut-être bactérienne. Et donc, en plus, là, moi, j'ai l'habitude de dire, on sera tous coupables. Parce que si on fait rien, on sait quelles sont les 9 à 12 bactéries contre lesquelles les antibiotiques ne sont plus efficaces. Et donc, faisons quelque chose. On a évoqué brièvement tout à l'heure l'accord que vous avez signé avec Merck. Ce sont des gros montants. Vous avez donc un contrat de 188 millions déboursés l'an dernier. Ça peut aller jusqu'à 710 millions par la suite, selon comment cela évolue. Aujourd'hui, où en êtes-vous dans ce traitement? Je rappelle, c'est donc pour lutter contre le cancer de la tête et du cou. Pour ce produit-là Pour ce produit-là, il se développe bien. Donc, on est au milieu de l'étude phase 3. Donc ça avance bien. On a, comme tout le monde, les situations sont difficiles. Hein. On est passé d'une pandémie où on avait envisagé, par exemple, on devait être dans 41 pays, donc on devait être aussi au Brésil, mais avec la pandémie, on ne pouvait pas aller au Brésil. Enfin, puis par contre, on est allé en Russie, en Biélorussie, en Ukraine, et puis maintenant, il y a la guerre. Donc, si vous voulez, en fait, on est toujours en train de naviguer là-dessus, entre ces deux. Je fais juste une petite parenthèse, parce que je félicite nos équipes qui développent nos antibiotiques. Ils sont restés en Ukraine. D'accord. Donc, je veux dire, vraiment... Vous avez du personnel en ce moment? Alors, une CRO qui travaille pour nous, et les gens sont restés en Ukraine. Donc alors, ça met un peu par terre notre étude clinique, parce que normalement, une étude, elle est randomisée, donc traitement versus le nouveau produit. Là, honnêtement, les gens donnent ce qu'ils peuvent. Hein, donc, c'est là. Mais l'étude, pour revenir à votre question, l'étude, elle avance bien. Et je pense que le produit devrait être en cours d'enregistrement en 2024, probablement disponible en 2025. Mm-hmm. Mais je signale juste qu'on reste toujours propriétaire de nos actifs. Mm-hmm. L'entreprise grandit aussi à Lausanne. Il y a un projet de développement d'un bâtiment. Quelle est l'ampleur potentielle du nombre de places de travail, par exemple, qui pourrait venir dans le centre-ville? Alors, je pense à peu près 250-300 personnes. Ah, c'est considérable, parce qu'on rappelait que vous êtes à peu près 450 employés aujourd'hui, donc c'est faire une progression en nombre qui est... Oui, alors il ne va pas se remplir du jour au lendemain, le bâtiment. Mais ceci dit... C'est potentiel. Le potentiel, oui. On a beaucoup de belles molécules à développer. Je reviens sur ce que vous avez dit à l'introduction, c'est qu'en fait, nous, à l'époque, on avait... 3 échecs sur 4. Maintenant, on a plutôt 2 échecs sur 3. Donc, on a considérablement amélioré notre ratio, hein, etc. Et en même temps, il y a une partie de nos produits qui viennent, parce que le business model créé par mon père, qui était un génie de la molécule, c'était NRDO, No Research Development Only. Maintenant, c'est plutôt NDDO, No Discovery Development Only. Et en fait, grâce notamment à notre usine de Martigny, on fait pas mal de recherche, mais appliquée. Et en fait, par exemple, on peut beaucoup mieux cibler certains produits. Mais quand je dis beaucoup mieux, c'est... Déjà, les produits maintenant sont ciblés, mais si vous en avez 30% qui vont à l'extérieur, puis 70% qui vont vraiment sur la tumeur, vous êtes content. C'est déjà ciblé. Mm-hmm. Mais là, avec cette technologie-là, on devrait aller à 95% sur la tumeur. Donc, c'est vraiment amélioré considérablement. Et du coup, vous avez beaucoup moins d'effets secondaires. Parce que vous avez...
Thierry Mauvernet, un aspect plus pratique peut-être de l'entreprise des Biopharm. En janvier, on pouvait lire dans la presse que les Verts s'insurgeaient contre un permis de construire accordé par la ville de Lausanne à un projet de parking de 129 places qui doit accompagner l'aménagement de nouveaux bureaux. Alors, il disait que ce projet était un peu hors du temps au vu des enjeux climatiques et des différents plans climat, le report modal souhaité aussi par les pouvoirs publics. Beaucoup d'entreprises développent en réaction à ça des plans de mobilité. Quelle est la politique de Biopharm à ce sujet ? Déjà, je reviens juste déjà sur le nombre de parkings. Actuellement, on doit en avoir un peu plus. Je pense qu'on a une 150 parkings. On avait déjà diminué. Et puis pour à peu près 300 personnes sur ce site-là. Et là, on sera pratiquement 550 ou 600. Et on aura toujours 109 places de parking. Donc effectivement, si vous voulez, on n'essaye pas d'avoir plus de places de parking, d'en avoir moins. Donc c'est ça. On a mis à disposition des vélos. On a... Si vous venez sur le site, vous verrez aussi toutes les bornes électriques. J'envisage même de mutualiser mes bornes électriques. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, par exemple, si vous habitez dans la chemin de Messidor ou à côté, on vous dit d'acheter une voiture électrique. Vous faites comment pour recharger ? Donc, moi, ce que je propose... D'ouvrir ces bornes à la population qui n'est pas... Exactement. Et à partir de 6h du soir jusqu'à 8h du matin et pendant tout le week-end, ils peuvent venir s'en recharger chez nous. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Et je trouve que, si vous voulez, l'exemple de Biopharm n'était pas le bon exemple pris par les Verts. Parce que nous, on est juste à côté de la gare. La majorité des gens qui viennent chez nous, ils viennent en train, je veux dire. Donc, on a imaginé ça depuis Belle-Lurette. On a une filiale immobilière, c'est pareil. À chaque fois, on a même détourné des bus, on a demandé de s'installer là, pour pouvoir, avant de construire. Parce que je pense qu'effectivement, c'est un vrai problème. Vous avez raison. Pour terminer cette émission, Thierry Mauvernet, nous allons nous intéresser à votre méthode de travail. Votre position fait que vous devez disposer d'informations de première qualité, c'est crucial. Alors, quelles sont vos sources d'informations au quotidien ? Moi, je pense, comme tout le monde, c'est les emails, donc on apprend beaucoup de choses, etc. Mais surtout aussi beaucoup discuter avec les gens. Moi, je suis pour un management de couloir. Je disais à monsieur tout à l'heure, moi, depuis que je suis dans ce bâtiment, donc ça fait maintenant 18 ans, j'ai mis mon bureau au 3e étage, pas au 7e étage, mais au 3e étage, pour être au milieu des gens et pouvoir discuter avec eux. Donc je pense que, si vous voulez, c'est fou ce qu'on peut apprendre. Vous vous intéressez aux gens, vous apprenez beaucoup de choses. Et puis aller dans les congrès, bien évidemment, ça en fait un petit... Dans le groupe des Biopharm, si j'ai bien compris, vous supervisez l'immobilier du groupe, les finances du groupe, vous suivez de près les investissements dans les startups. Quelle est votre méthode de travail pour être compétent et bien gérer tous ces domaines qui sont assez Alors, variés? c'est le groupe après-demain. Après-demain. Qui est la holding qui contrôle... qui est une société dont une des branches est la pharma, qui est... Alors, comment je fais ? Je suis un peu comme tout le monde. On a des réunions qui sont établies en fonction des sujets. Par exemple, si vous parlez pharma, la pharma, ça avance très lentement. Donc, en fait, on a une réunion sur les produits toutes les 6 semaines. Si vous avez l'immobilier, ça va aussi lentement. Donc aussi, je crois que c'est toutes les 6 semaines. Et puis par contre, la finance, c'est toutes les semaines parce qu'il se passe toujours quelque chose. Le private equity, c'est en fonction des événements, des demandes. Mais je crois, vous savez, il y a une phrase de Orson Welles, je crois. Non, pas Orson Welles, c'est Oscar Wilde, pardon, excusez-moi, qui disait, en fait, il faut toujours laisser une place à l'incertitude. Et je crois que ça, c'est très important. Soyez toujours ouverts. Moi, la porte de mon bureau est toujours ouverte. Les gens viennent, posent des questions. Et puis, d'un sujet, on saute à un autre sujet. Et c'est comme ça qu'on progresse. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je progresse. En arborescence. Oui, tout à fait, en arborescence. Et puis, souvent, si vous voulez quelque chose que vous appliquez dans un domaine, vous pouvez l'appliquer dans un autre domaine. Donc, je crois que la curiosité est vraiment quelque chose de très important. Et il ne faut pas avoir peur de sortir de son domaine. Il y a quelqu'un qui avait dit, si les ingénieurs de Tesla étaient venus de General Motors, il n'y aurait jamais eu de voiture électrique. Mais je crois que c'est vrai. Il faut oser aller prendre des idées dans d'autres domaines.
Decofarm, c'est un groupe familial fondé par votre père. Vous êtes à sa tête. Il y a votre fils Cédric qui est dans le groupe. Est-ce que c'est comme chez les banquiers privés genevois, la succession a déjà complètement arrêté ou bien les choses sont encore ouvertes? Non, les choses sont ouvertes, ça dépendra de lui. Je veux dire, c'est vraiment lui qui choisira. Et comment. Après, vous savez, c'est très important, c'est que il faut penser aux deux objectifs. C'est un, le développement du groupe, et deux, le développement de son fils, de sa famille, quoi, c'est tout. Et donc, et il faut que les deux arrivent à matcher ensemble. Alors, on verra. Thierry Mauvernet, merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre accueil. Merci à vous également, Frédéric Lelièvre, Merci, rédacteur Vincent. en chef de la GFI. On se retrouve la semaine prochaine dans B2B pour faire connaissance avec une nouvelle personnalité du paysage économique roman. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.